la vidéo, comme vous l'avez vu, en fait, le top 10 des livres qui ont fait de moi, en fait. Alors, j'ai vu passer ça depuis que j'ai eu l'idée, parce que j'ai eu cette idée-là au mois de février, parce que quelqu'un en MP m'a demandé quels étaient mes 10 livres préférés, enfin les livres que j'aimais, que j'enverrais sur une île déserte, donc je l'avais renvoyé à mon profil Babelio pour les 6 livres, vous savez, l'île sur Babelio. Et en fait, entre-temps, elle est allée voir cette personne, Sandra, donc je la cite, puisque, elle est allée voir les deux top 25 que j'avais fait, des classiques français et des classiques étrangers qui étaient mon panthéon des œuvres classiques que j'avais lues, bien sûr, mais que j'avais adorées. Et de fil en aiguille, elle me dit, mais en fait, quelquefois, on a des livres qu'on aime. Enfin, on parlait des 6 livres sur l'île déserte, et elle me dit, ah ben donc c'était 6 livres qui sont tes piliers. Je lui dis, non, c'est des livres que j'aime et que j'aimerais relire si j'étais sur une île déserte, mais c'est pas eux qui m'ont ouvert la littérature. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo où, contrairement aux autres vidéos que j'ai pu faire avec mes 10 livres préférés, mes 10 BD, mes 25 livres, machin, faire vraiment les 10 livres qui sont véritablement, qui m'ont formé l'esprit. Alors pas en tant que pas qu'en tant que lectrice, hein, c'est pour ça que je dis pas mes 10 livres qui m'ont fait en tant que lectrice, mais vraiment les 10 livres qui ont fait, ou les auteurs, mais là c'est les livres, qui ont fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire qui m'ont ouvert l'esprit sur ce que j'aime en général. Voilà. Sur mes passions, sur ce que, oui, qui m'ont développé ma sensibilité aussi. Alors, entre-temps, et pas plus tard que ce matin, non, c'est ce matin, c'est hier, je sais plus. Enfin bon, bref, là. J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui sortaient sur le sujet qui disaient les 10 livres qui me définissent en tant que lectrice. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Euh, et en fait, je me suis dit, ah bah tiens, ça va tomber en même temps que la mienne. Bah, j'ai dit, oh tant pis, je la fais quand même. Alors, je dis bien que ce ne sont pas des livres qui m'ont fait en tant que lectrice, parce qu'il y a d'autres livres qui m'ont fait vraiment en tant que lectrice, mais c'est vraiment les 10 livres qui ont fait de moi ce que je suis en tant qu'artiste. Alors, je me définis vraiment là, je me pose comme artiste, c'est-à-dire autant l'auteur que la photographe, que la personne qui aime dessiner, qui aime la peinture, qui aime aller au musée, qui aime aller à l'opéra, qui aime la musique, voilà. Donc c'est vraiment les 10 livres qui font de moi ce que je suis, quoi. En gros, voilà, et chronologiquement. Alors, le premier, c'est pas le premier que j'ai lu, hein, rappelez-vous. Le premier qui m'a développé une partie de ce que je suis, c'est Jules Verne, et c'était L'île mystérieuse. Euh, Parce qu'en fait, ça a développé. Quand j'étais petite, on m'avait montré les Méliès, les films de Méliès, et je trouvais ça fascinant. Oui, j'étais très bizarre quand j'étais petite. Non, mais je plaisante. J'aimais bien les westerns, les machins comme ça. Mais on m'avait montré le Méliès, notamment celui, vous savez, où il y a un truc dans la lune. Et j'avais été fascinée. Et donc, quel autre auteur que Jules Verne, que ça soit Le Tour du monde en 80 jours, L'île mystérieuse, Strogoff, je l'ai lu plus tard, c'est beaucoup plus tard parce que c'est quand même un peu plus. Voilà. Et en fait, le premier que j'ai lu, entre guillemets, vraiment seul, parce que Le Tour du monde en 80 jours, etc., Via milieu sous les mers, je l'ai lu, mais avec mon grand-père à côté, parce que c'est quand même un peu plus loin. Mais L'île mystérieuse, je l'ai lu toute seule. Et j'ai trouvé ça fascinant, parce que vous pouvez rêvasser, ça vous emmène ailleurs, avec une espèce de côté feuilleton, avec des rebondissements partout, et qui fait que vous pouvez vous dire que vous pouvez être dans le monde réel, mais dans un autre monde. Et donc en fait, ça peut vous faire voyager un livre. Voilà, ça peut vous mettre dans un autre monde qui n'est pas forcément réel, mais vous avez des choses qui vous rapprochent. Et l'île mystérieuse de Jules Verne, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
je veux écrire, parce que j'ai commencé à écrire, je veux écrire pour raconter des histoires aux gens, pour que les gens puissent aller ailleurs où ils se trouvent et revenir. Voilà, mais et en fait, quand vous êtes devant Jules Verne, vous avez toute la possibilité d'un univers qui est à la fois réel et à la fois rêvé ou différent. Et ça vous ouvre aussi une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué dans votre petite vie bien carrée. Voilà. Deuxième, je vous mettrai les incrustes des livres. J'ai essayé de faire les photos de mes couvertures. Voilà. C'est ce que je possède, hein, enfin les éditions que je possède. J'espère que j'arriverai à faire toutes les photos, parce qu'il y en a deux que j'ai pas. Bon, ceux-là, je les chercherai alors, parce qu'il y en a deux que j'ai pas. Enfin, j'ai pas ici. Deuxième, c'est Sir James Barrie's Peter Pan. Voilà. En fait, c'est un des rares livres que je peux relire presque tous les ans sans m'ennuyer, qui me fait à la fois être grande et petite. Tout simplement parce que quand j'étais petite, j'aimais bien Peter, mais mon préféré c'était Crochet, que j'aimais pas du tout Wendy, que j'aimais pas du tout la Fée Clochette, que j'aimais bien Lily la Tigresse, mais que je trouvais, j'aimais bien Peter, mais je le trouvais mauvais. Voilà, je trouvais qu'il était pas gentil. Mais il me plaisait comme personnage parce que en fait le côté aventure, ben, quand vous êtes enfant, bah, oui aventure, euh, voler, vous amuser, jouer toute la journée avec des trucs, etc. Euh, mais il y a le côté aussi où bah, il vole des gens, des enfants, parce qu'il veut pas être tout seul, parce qu'il est tout seul et qu'il n'a pas de papa et maman. Et donc en fait, quand vous êtes enfant, vous le voyez comme ça. Pareil que je voyais Crochet, très un malheureux, même s'il il essaye de tuer Peter, etc. Mais moi je le trouvais malheureux parce que bah, le croco lui avait bouffé, l'autre il essayait de le bouffer à chaque fois. Je me dis, mais le pauvre, à chaque fois, l'autre il essaye de le manger. Mais c'est les trucs d'un enfant. Et en fait, en grandissant, bah, je me disais, mais non, tu peux pas voler. Il n'y a pas de truc là-bas au fond à droite, etc. Mais le fait est que quand on le lit, on a plusieurs niveaux de lecture. Quand on est enfant, bah, on voit le jeu, machin, et en grandissant, on voit autre chose. Et Peter Pan, justement, c'était, même maintenant encore, c'est un livre où je me dis qu'il y a tellement de niveaux de lecture, de compréhension selon l'âge qu'on a. Euh, En fait, il m'a poussé à réfléchir, tout simplement, à me dire, mais qui je suis dans la planète Peter, je serai avec qui? Voilà. Est-ce que je serais restée avec Peter? Est-ce que je serais revenue? Voilà. Quel personnage dans Peter Pan je serais? Et en fait, bah, quelquefois, vous apercevez que en vieillissant, vous changez de personnage, ou pas. Ou pas. Voilà. 3. Oui, alors, bon, bah, indéniablement, un des amours de ma vie, hein, voilà. Arthur Rimbaud. Une saison en enfer. Ah bah, c'était pas l'enfer, hein, c'était pire. Ah, c'était le paradis. Non, je plaisante. En fait, c'était... En fait, quand j'ai découvert euh, Rimbaud, c'est pas moi qui l'ai lu, on m'a lu Voyelle. J'étais petite, j'aimais bien la sonorité. Ça et le bateau ivre. Je savais pas du tout quoi ça parlait. Ah bah non, j'ai pas la science des vues, hein. Mais j'aimais bien j'aimais bien la sonorité. J'aimais bien les mots. Je trouvais que c'était joli. Voilà, je ne savais pas de quoi ça parlait. Voilà. Et puis j'étais petite, donc on m'a pas expliqué véritablement. Et en fait, le premier où j'ai tout compris, c'était Le Dormeur du Val. On me l'a lu, j'ai compris. Et donc j'ai demandé à le lire. Donc on m'a fait lire Le Dormeur du Val. Je savais lire à cette époque-là. Donc on m'a fait bien lire. On m'a dit, est-ce que tu comprends tout? Et j'ai dit oui. En fait, le monsieur est mort. Alors, avec mes mots de petite fille. Voilà. Et elle m'a dit oui. Et qui c'est? Un soldat. Voilà. Et pour moi, c'était différent. Alors après, quand j'ai un petit peu plus grandi,
Il y avait des Rimbaud à la maison, et un jour j'ai piqué un recueil de poèmes, et c'était une saison d'enfer. Et en fait, ça correspondait à une partie à une période de ma vie où c'était pas topissime, même si j'étais petite, mais c'était pas topissime. Et en fait, ça faisait écho. Alors, pas par ce qu'il disait, mais par les émotions que je pouvais avoir en lisant. Et donc, il m'a, il m'a fait penser et il m'a fait réaliser que la poésie pouvait, euh, en fait, toucher euh, le monde ou le cœur ou l'esprit ou ce que vous avez, et pour vous faire réfléchir et pour vous faire comprendre quelque chose que vous n'aviez pas forcément vu. Voilà. Et que en apprenant une poésie par cœur, bah, vous étiez jamais seul. Et si vous n'aviez pas les sous pour des livres, bah, vous aviez votre mémoire et vos poèmes. Et vous pouviez aussi écrire des poèmes, même si ce n'était pas des poèmes de Rimbaud ou autre. Vous pouviez écrire des poèmes parce que les mots, vous pouvez jouer avec les mots. Voilà. Et moi qui commençais à faire mes petits poèmes un peu cucul à praline avec les renards, oui, oh bah ça va, j'avais 7 ans. Ceux qui ont regardé le recueil de poésie que j'ai sorti l'année dernière, bah, ils comprendront. Euh, j'ai compris que je pouvais assembler les mots et que je pouvais décrire des, des sentiments, alors pas forcément ceux que je ressentais, mais des choses que je pouvais percevoir, moi ou par rapport à des gens que je connaissais, mais que je pouvais toucher à travers les mots et que je pouvais jouer avec les mots. Voilà. Et Rimbaud faisait ça pour moi. Voilà. Donc il fait partie des auteurs, et ce titre, enfin ce recueil-là en particulier, parce que il a fait de moi quelqu'un qui aime la poésie. Voilà. Et qui a compris le mécanisme de la poésie. Et le fait que c'est tellement bien de le lire à voix haute. Putain. Bon bref. Oh bah oui, il faut être débile aussi. Ah bah oui, quand vous déclamez, faut pas avoir. Hux me regarde quand même assez bizarrement des fois. Il doit se dire, oh là, on va pas bien la vieille. 5, non, 4, 4. 4, oui, bon alors là, c'est le roman de ma vie. Enfin, le roman de ma vie, si, bah si, depuis 83, on va dire que c'est le roman de ma vie quand même. J'ai un souvenir très précis de quand je l'ai lu. Je l'ai lu, il n'était pas au programme. Enfin, il était au programme de l'année suivante. Oui. Non, il était au programme de l'année en cours, mais de l'année suivante. Enfin, je veux dire, comment j'explique ça, moi? Oui, alors ça va de septembre à juin, une année scolaire, donc ça devait être, on devait l'avoir au mois d'avril, mars-avril, et moi je l'ai lu en novembre ou décembre. Et donc 83. Et donc je l'ai trouvé dans la maison familiale. Et en fait, j'ai été attirée par le fait que je savais pas qui c'était. Oui, parce que tous les autres, ils avaient d'autres livres. Il y avait au moins deux livres ou trois livres des autres auteurs. Lui, il est tout seul. Je me suis dit, il a écrit qu'un bouquin. Donc j'ai demandé, on m'a dit oui, il est mort à la guerre de 14. Et moi, je me suis dit, oh le pauvre. Ah bah, ça s'améliore pas. Donc je l'ai pris. Alain Fournier, Le Grand Môle. Voilà. Et donc là, dès les premières pages, je suis tombée, mais en amour devant le livre. Voilà. Vous verrez dans le point lecture, j'ai lu cette espèce d'ouvrage, de livre, où ils ont republié un roman inachevé de Alain Fournier qui s'appelle Colombe Blanchet, avec, après derrière, je vous expliquerai. Je suis désolée, ces mots me touchent. Son écriture me touche à Alain Fournier. Le Grand Môle est quand même le seul roman, vraiment, que je relis toutes les années. Alors partiellement ou en entier, mais je le relis toutes les années, donc depuis 83. Parce que c'est un roman qui est à la fois mystérieux, à la fois romanesque, à la fois, quelquefois un peu, on ne sait pas, qui est ancré dans la terre, mais qui est quelquefois un peu révoltant selon ce qui se passe. Et il y a une quête. Alors après, on est sensible ou on n'est pas sensible à l'écriture de Fournier. On aime son côté romanesque, descriptif de la vie de province, ou pas. Voilà. Mais Alain Fournier, ouais, c'est à la fois de la folie, du romanesque, du mystère,
de la grandeur. Voilà, c'est juste magique. Voilà. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh. Donc en fait, on peut vivre tout ça. D'où le fait que je suis pas du tout romantique. Vous avez compris le... Voilà, voilà, ça aide pas hein, les bouquins. Faudrait pas lire, en fait. Ah ouais, bah, j'ai pas commencé par un truc à cucu à l'eau de rose, hein, donc du coup, ça marche pas. Voilà. 5. Ah bah alors là, le anonyme qui a écrit Les Chevaliers de la Table Ronde. Merci à toi, chaton. Je t'aime. Je sais pas qui c'est. Parce que, alors là... Alors j'étais déjà fan des films de chevalerie. Alors moi, ma cam, c'était quand même Quentin Durva. Il va nous... On parle de vieux, hein. Commencez pas à râler. Voilà. Euh, Thierry Lafronde. Alors j'étais pas née hein, quand Thierry Lafronde a commencé à la télévision. Je suis pas si vieille que ça. Mais c'était en rediffusion, je rappelle. Et en fait, je suis très chevalerie. Voilà. Et quand j'ai vu pour la première fois les Monty Python, j'ai rien capté au Graal. Hein. Enfin, je comprenais pas, je savais pas qu'est-ce que c'était parce que j'ai vu les chevaliers à la table ronde, les machins, etc. Mais je m'intéressais pas à la légende arthurienne. Hein, non, à 10 ans, non, pas vraiment. Et en fait, quand j'ai lu ce truc, je devais avoir, je sais pas, ouais, 13-14 ans, ouais, 13 ans, 13-14 ans. Ouais, à peu près la même période qu'Alain Fournier et celui qui arrive. Euh, et en fait, je suis tombée là-dessus dans la bibliothèque familiale. J'ai vu Chevalier de la table ronde. J'avais vu un film Chevalier de la Table Ronde. Je me suis dit, oh, oh, ça doit être la même chose. Bah, c'est la même chose. Mais la légende arthurienne, quoi. Les codes des chevaliers, les aventures, les tournures de phrases, quoi. Ah, mais ça savait parler à une dame, ça. Hein. Ah bah c'est sûr que Ziva vient donne-moi ton 07, c'est pas du tout la même chose. Voilà, romanesque bah, quand tu nous tiens. Non, puis, et puis les aventures, le côté, oui, chevaleresque, les codes de l'honneur, ça empêchait pas qu'ils se troussaient à l'arrière de la carriole, enfin de la carriole, dans l'escalier en 800 pierres, mais ou dans la grande salle ou dans les tables. Mais oui, bah, comme si vous êtes arrivé là jusqu'à présent, c'est que vous avez rien comparé, vous avez des saloperies dans la paille. Hein. Bon, mais oui, bah il faut appeler un chat, un loup, hein, on est bien d'accord. Mais je sais pas, il y avait un côté romanesque. Après, comme je vous dis, ça les empêchait pas de trousser la gueuse, mais il y avait quelque chose, voilà. Et moi, sur ce truc, je me suis dit, mais c'est génial, c'est comme la chanson de Roland. Même période à l'école, on a fait ça. Mais moi, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'est pour ça que je suis pas romantique. Faut pas ce genre de truc. C'est romanesque. Il y a du souffle, du panache, bordel de petit bonhomme. C'est pas un truc pourri, quoi. Voilà, c'est pas, ah, il m'a aimé, je l'aime. Ta gueule. Je supporte pas. Moi, il me faut un truc avec du panache, du souffle, de l'épique. Si c'est pour que la donzelle, elle soit en haut de la tour et qu'elle attend pendant 3 quarts d'heure et qu'après il lui déclame des conneries et que 30 secondes après il se casse avec la gueuse, c'est pas drôle. Voilà. Voilà. Après, l'amour ne dure pas toujours, on est bien d'accord. Calmez-vous. Redescendez de 6. Alors là, je pense que l'avoir expliqué une fois sur la vidéo, j'espère me rappeler qu'il faut que je la mette. Les 10 films qui comptent pour moi, machin. Je vais en préparer une de vidéo, je pense en juin, que je ferai parce qu'on me l'a demandé. Parce que j'avais fait un film, les 10 films qui me plaisent, je sais pas quoi, mais 10 films préférés. Mais sur le même principe, je vais faire les 10 films qui m'inspirent. Vraiment les films oui, qui m'ont inspiré, voilà, qui m'ont, pareil, qui m'ont développé le truc, voilà, qui m'ont ouvert l'esprit. En fait, qui m'ont ouvert le monde, un peu comme ces livres-là, voilà, c'est ce que je vais faire. Euh, et en fait, ce livre-là, je l'ai lu grâce à un film qui s'appelle donc, The Outsider de Francis Ford Coppola, qui date de 83. Oui, je suis allée le voir au cinéma, je suis assez vieille pour ça. Et dans le film, à un moment donné, lors d'une scène de coucher de soleil, il y a les deux personnages, les deux adolescents, qui avaient à peu près mon âge hein, dans le film. Donc c'est Thomas Howell et Ralph Macchio dans les rôles, enfin dans les acteurs. Et en fait, le personnage de C. Thomas Howell cite un poème de Robert Lee Frost, qui est un
poète très connu aux États-Unis, qui notamment a fait un discours pour l'investiture de Kennedy, etc., mais qui n'est pas connu que pour ça. Et donc ce poème s'appelle, en français ils l'ont traduit par L'or n'est en rien éternel, donc en anglais c'est Nothing God Can Stay. Et en fait, j'ai été mais sidérée par ce poème. Je suis sortie, alors à l'époque je me rappelle, hein, il n'y avait pas internet, et voilà, donc j'ai écrit une lettre à une de mes correspondantes américaines, en lui disant est-ce que tu connais, j'avais retenu quelques phrases en français, hein, parce que je n'étais pas allée le voir en anglais. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas trop de cinéma qui passait en VO, hein, je vous rappelle. Donc je lui dis est-ce que tu connais ce poème? Donc j'avais traduit mot à mot ce que j'avais entendu à l'écran. Et elle m'a répondu quelques semaines plus tard, le temps que ça arrive et que ça revienne. Et en fait, elle m'avait envoyé un petit colis avec A Boy Will de Robert Lee Frost, donc Testament d'un garçon. Je parlais, je commençais à bien parler anglais, etc. avec mes potes ou autres, mais j'étais pas suffisamment calée pour lire de la poésie. Donc je suis allée voir mon prof d'anglais et je lui ai dit voilà, j'ai ça, et je comprends pas tout. Donc il m'a dit bah c'est normal, bouge pas, machin. Et en fait, c'était traduit en français. Alors je sais pas si c'était dans une revue où c'était déjà traduit. Enfin bref, il m'a donné une brochure où il y avait beaucoup de traductions de Frost en français. Et donc il m'a dit celui-là ça correspond à celui-là, celui-là ça correspond à celui-là. Donc en fait j'ai lu en anglais et en français. Et je suis tombée littéralement amoureuse de la pure poésie que est Robert Lee Frost. Même combat que pour Arthur Rimbaud, je me suis dit, avec des thèmes totalement différents. Il est plutôt naturaliste, très... voilà. Il y a un poème, et je vous renvoie à un article du blog sur le blog d'Unity Emily's Girl que j'ai écrit, qui était l'impact d'un poème dans une vie, qui est en fait l'impact d'un autre poème de Frost, qui est les deux routes. Et donc, vous cherchez les autres. En fait, c'est la route non prise, The Route Not Taken en anglais, qui est toujours de Frost, que j'ai connu à peu près à la même époque, d'ailleurs qui était dans cette brochure. Et ça, c'est même pas un truc de lectrice, c'est un truc de vie. C'est-à-dire que l'impact d'un poème donc The Route Not Taken, qui fait qu'une gamine de 13 ans, qui déjà avait peut-être sûrement son caractère et sa ligne de conduite, a été sûre de sa ligne. C'est-à-dire que quand j'ai lu ce poème, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ce truc-là que je veux faire. Je veux pas faire autre chose. Je veux ça. Voilà. Je veux suivre ça dans ma vie. Je veux pas faire autre chose. Je suis pas enfin, à l'époque, j'ai pas dit je suis pas un mouton, mais je pense que je l'ai exprimé à peu près comme ça à mes parents. Et les autres, ils étaient déjà en mode panique, PLS, etc. Alors là, ils étaient oh putain, mais qu'est-ce qui nous a foutu un truc pareil? Est-ce qu'on peut les changer? Soit aller au service après-vente, on peut la. Non? Ah merde, ah, on la garde? Ah, dommage. Voilà. Donc, mais c'est vraiment, je vous dis, l'impact d'un livre ou l'impact d'un poème. Alors là, en l'occurrence, d'un poème, et en plus, bon, étranger, mais je l'ai lu français d'abord. Il est beaucoup plus joli enfin, en américain, enfin, en anglais. Mais bref, il est beaucoup plus profond. On va dire, gna gna. Mais voilà, c'est l'impact que peut avoir un poème, un auteur, au détour d'une phrase, au détour d'un roman, au détour d'un paragraphe, quelque chose qui vous fait réfléchir, et d'où l'intérêt de lire et de s'ouvrir aux arts. Alors pas que lire, hein. Voilà, c'est très bien de lire tout le temps, mais essayez de vous ouvrir à autre chose, la musique, la peinture, le dessin, les arts, même si vous ne comprenez pas. Voilà, très souvent, autour de moi, il y avait plein de petits. Quelquefois, ils me disaient, mais je comprends pas. Ben, l'intérêt, c'est que tu vois ce que tu. Si tu comprends pas et que tu restes avec ton précaré de dire, bah ça, je comprends, je reste là. Bah non. De temps en temps, il faut aller se confronter pour grandir, mais surtout pour apprendre. Voilà. Et ça, Frost, voilà. Et Testament d'un garçon, Boy Will, c'est quand même l'un des trucs les plus beaux que j'ai jamais eu à lire. J'en ai lu un de la poésie bordel de Petit Bonhomme. Mais alors celle-là, Frost, c'est quand même l'un des amours de ma vie quand même, hein. 7, alors là c'est les amours de ma vie science-fiction.
Que serais-je? Qu'aurais-je été, plus exactement, si entre mes 14 ans et mes 16 ans, je n'avais pas connu dans l'ordre d'apparition à l'écran? Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Si je n'avais pas eu dans l'ordre d'apparition à l'écran, H.G. Wells avait La Guerre des mondes, Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, et George Orwell, 1984. Voilà. Alors, tout ça entre les 14 et 15 ans. Euh, que serais-je devenu sans ces trois-là? Huxley, Wells, Orwell. Sûrement rien. Parce que déjà que j'étais pas trop des masses moutonnes, là ça a fini de m'achever. Voilà. La volonté de la liberté, de la résistance. Déjà j'étais un peu élevée comme ça. Vous imaginez bien l'impact que ces mecs ont eu. Wells, la guerre des mondes, ça a été une révélation. Il était dans la bibliothèque familiale. Je sais qu'il était très aimé chez moi. Je pense que la personne qui m'avait recommandé, enfin mes oncles, c'était plus l'île du docteur Moreau, etc. Mais il m'avait donné celui à lire en premier, en me disant, c'est celui, parce que je rappelle, hein, je viens des années 70, 2001, Odyssée d'espace, voilà, Star Wars, ça a commencé, Alien, tout ça, Blade Runner, donc il avait vu ce que j'aimais au cinéma, il a vu que ce que je lisais, parce que j'aimais bien le Jules Verne, donc il s'est dit, oh, il m'a dit La Guerre des mondes. Moi j'ai lu, et j'ai dit, oh, Wells, voilà. J'étais limite, à l'époque, je me serais fait tatouer Wells, vous voyez. J'y ai pensé à cette merde de faire tatouer Huxley, Wells, Huxley et Orwell quelque part. Meilleur ami, t'affole pas. Je l'ai pas fait, je le ferai pas. Mais j'y ai pensé très fortement. Ah, pour vous dire que la tarée. Donc, Wells, c'était fait. Amour de ma vie. Deuxième, donc, Aldous Huxley. Le meilleur des mondes. Et là, réflexion. Je me suis dit, oh, donc en fait, le coup que les Romains disaient du jeu et du pain et du vin et pas du boursin, comment c'est pas ce qu'il a dit. Et l'opinion du peuple, c'est pas con. Parce qu'en fait, dans le meilleur des mondes, en gros, ils régissent les gens par le plaisir. Alors il y a plein d'autres thématiques dans le roman, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils- en fait, ils mettent les gens sous cloche en leur faisant plaisir, en faisant en sorte, ouais, vas-y, fais ce que tu veux, ouais, you. Voilà, en leur donnant du plaisir, et donc le plaisir donnant du plaisir, forcément on en veut toujours. Donc là, je me suis dit, ah, mais c'est des gens de science-fiction, mais ça existe en fait. Parce que la guerre des mondes, quand même, vous vous disiez, ah, ça peut pas. Puis quand vous voyez les films au cinéma qui commencent à se développer, ah, putain, ça peut arriver. Maman. Euh, et donc la guerre des mondes, je me suis dit, mais... Et alors le meilleur des mondes, je me suis dit, mais en fait, il suffit juste que quelqu'un donne du plaisir aux autres pour que vous vouliez rester dans cet état de bien-être et que quelqu'un peut vous imposer n'importe quoi parce que vous réfléchissez plus sur le fait que vous réfléchissez à court terme. Voilà. Et donc ça a été une grosse discussion dans la famille, enfin avec les vieux, parce qu'ils m'ont expliqué des trucs. Voilà, c'est là que plus ou moins, alors ils me l'expliquaient avant, mais c'est là qu'un de mes oncles et un ami de la famille qui avait été déporté m'ont expliqué. Ils ont commencé à me dire, il faut t'expliquer les résistances dans les ghettos, la résistance en France. Alors j'avais déjà lu des trucs, mais là c'était des gens qui avaient vécu et qui l'avaient touché, que ça soit les ghettos et la déportation, que ça soit la résistance dans les maquis, etc. Et donc ils m'ont expliqué, à un moment donné, ils m'ont dit, dans la vie, il ne faut pas avoir peur de se mettre en travers de quelque chose qui risque de te bloquer ta liberté ou ton libre arbitre de penser. Il faut jamais que tu oublies ça. Et Huxley, ça a été une des cours. Alors, et après, à l'école, 1984. Ça, il me l'en avait parlé, mais il me dit, oh, tu vas le faire l'année. Cette année, je te laisse voir ça avec la maîtresse. Enfin, avec la prof.
Alors moi qui étais fascinée par l'URSS, enfin fascinée, hein, voilà, et qui avait touché, qui depuis quelques années m'intéressait beaucoup au Troisième Reich, là je me suis dit, oh putain, totalitaire, la totale. Voilà, donc d'un côté vous avez la répression par le bien-être, de l'autre côté vous avez la répression par je te mets une pupuce, tu fermes ta gueule sinon je t'élimine comme une merde. Et là c'est vraiment le totalitarisme. Et mais vraiment. Et alors les trois ensemble, voilà, amour de ma vie. Voilà. Ma base de science-fiction, alors après, oui, il y en a d'autres, hein, voilà, on est bien d'accord. Mais j'en ai lu d'autres hein, de science-fiction, je rappelle. Voilà, je suis une grande fan des dystopies, des uchronies, voilà. Bon, j'ai lu la base. Voilà. Mais les trois, là, les trois. Non, c'est l'amour de ma vie. C'est les trois amours de ma vie en science-fiction, c'est Huxley, enfin Wells, Huxley et Orwell. Voilà. Après, Orwell, tout lu. Voilà. Donc, je crois que j'ai presque tout lu. Au moins de Wells et Orwell, Huxley, je crois que c'est pas loin. Enfin, non, peut-être pas. Mais en tous les cas, j'en ai eu beaucoup. 8, alors là, ça a été une clacasse. Euh, je devais avoir, je pense, pas tout à fait. Je dois avoir 20 ans, dans ces eaux-là. Euh, c'est une de mes copines que j'avais croisée au début à l'université qui était espagnole, qui m'a parlé de ce livre-là, qui m'a dit il faut que tu le lises. Bon, donc j'ai dit oui, d'accord, ok, si tu insistes. Euh, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit putain, mais où elle m'embarque l'autre. Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Moi, je suis toujours pas remis. C'est terrible. Parce qu'en plus, euh, ces histoires, cette histoire de famille, machin, qui se. Je, je dois avouer que c'est la première fois que j'ai terminé un livre où je suis allée voir donc mon amie. Je lui dis, il faut qu'on se voit, machin. Donc je lui montre que je l'ai lu et elle me dit, alors. Je lui dis, ben en fait, je sais pas si j'ai aimé ou pas. Et elle m'a dit, bon, mais qu'est-ce que tu n'aurais pas aimé? Et j'ai dit, ben je sais pas. Je vais te dire ce que j'ai aimé alors. Voilà. Et je lui ai débité ce que j'avais aimé. Puis à la fin, elle me dit, ben alors qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Puis je dis, je sais. Non, mais pour vous dire. Et en fait, j'ai laissé poser, peut-être, je sais pas, 2, 3, 4 ans. Peut-être un peu plus. Et je l'ai relu, peut-être, oui, 4, 5 ans après. Et je me suis dit non, en fait, non, t'avais bien compris la première fois, tu avais bien, tu savais pourquoi tu l'aimais, les bouquins. Et en fait, il est resté parmi, je pense, les 6 que j'emmènerais sur une nuit déserte. Parce que, euh, parce que là, pour le coup, il m'a ouvert. Je me suis dit, mais il y a des gens qui peuvent écrire ça et faire ressentir des trucs à moi, comme ça, là, ça, j'ai pas compris. Voilà. Mais alors, je sais qu'il est barré, hein. Voilà, je sais qu'il peut être barré, pour beaucoup de monde il peut être barré, il est peut-être un peu indigeste pour certains, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent les autres de Garcia Marquez, mais pas celui-là. Euh, Moi je suis tombée sur des gens qui me disaient j'adore Garcia Marquez, mais alors 100 ans de solitude, c'est une daube de merde, je peux pas le blairer. Et moi j'auto-ventile, je queen comme un goré, c'est ce que ça veut dire. Goré, 100 ans. Enfin, si vous avez lu le livre, vous comprenez la référence de goré. Enfin, si vous savez ce que c'est un goré, c'est un cochon. Voilà. Hein, on est bien d'accord. euh, je dis non mais sérieux, je dis comment mais pourquoi? Et en fait après je me dis, dans ma tête, je me dis ouais, rappelle-toi la première fois, tu te dis oh punaise des fois, est-ce que je l'aime pas, je sais pas, je l'aime beaucoup, mais il y a un truc, mais j'ai pas tout. Voilà, c'est des livres comme ça où vous, en fait c'est ce que je vous dis, c'est des livres où vous prenez une claque dans la gueule et qui vous font réfléchir. Et moi c'est ce que j'aime. Alors, moi si c'est pour lire la même chose à chaque fois, sur les mêmes schémas, euh, toujours dans la même mouvance, ça me gonfle. Voilà, c'est un truc que j'aime pas. J'aime être surpris,
J'aime qu'on m'interroge mon cerveau, parce que j'en ai un et il marche. Donc je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, quand on lit quelque chose, bah, il faut oui, qu'il y ait quelque chose qu'on vous nourrisse. Voilà. La littérature, les arts en général, enfin oui, l'art en général, euh, c'est fait pour vous nourrir. Voilà. Si c'est uniquement parce que vous voulez... Ah, j'ai Huxley juste en face, je l'aime. Euh, non, j'ai un portrait d'Huxley. Je peux pas vous dire ça. Si j'ai un portrait d'Huxley, de Wells et d'Orwell dans un espèce de petit cadre. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, tout va bien. N'appelez pas tout de suite les gens en blanc. Ça va aller. Euh, oui, c'est vraiment, voilà, si ça vous nourrit pas, c'est pas l'intérêt. Enfin, je veux dire, que ça soit n'importe quel art. La danse, moi j'adore les ballets, c'est parce qu'il y a quelque chose, quoi. Voilà, c'est voir un danseur, je sais pas, enfin n'importe quelle danse, hein, je ne parle pas que de classique, moderne, tout ce que vous voulez, le hip-hop, tout ce que vous voulez, c'est un truc d'ouverture d'esprit, voilà. Après, vous l'avez pas, hein, ça, on est bien d'accord. 9. Reclacrosse. Alors ça, je me rappelle très bien, je l'ai lu, on me l'a offert quand il est... Alors, j'avais déjà lu cet auteur au début des années 90, parce que mon mec m'envoyait des livres d'Angleterre. Il m'avait dit: j'ai lu ce livre, c'est magnifique. Il devait penser que je sortais de Cambridge, l'autre. Et donc je lui dis: quoi? Mais oh, 500 pages, tu te calmes déjà, chaton. Il m'avait envoyé Ripper Vogel, donc de Robert McLiam Wilson. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que Robert McLiam Wilson est la cam, que je prie tous les dieux de la littérature pour qu'il nous pondent un nouveau roman. J'en peux plus qu'il attende parce qu'il va finir par me faire crever, lui. Je vais mourir avant qu'il le sorte, son roman. Surtout que je pense qu'il y a travaillé, qu'il est en train, ou je sais pas, mais en tous les cas, la dernière fois, ça avait l'air de sentir bon. En plus, il a été invité dans une librairie. J'ai pas osé demander à l'éditrice que je pense que je peux demander si éventuellement il n'aurait pas glissé par hasard qu'il allait nous en sortir un. J'en peux plus. S'il sort pas un bouquin avant sous les 2 ans, je sais pas. Je l'écris moi et je mets son nom sur la couverture. J'en peux plus. De toute façon, j'ai pas le talent de Maclean Molson, ça c'est sûr. Voilà. Et donc il m'avait fait lire Rip et Bogle, que j'avais trouvé, mais non, mais sublimissime. Voilà, c'est un truc, ça vous fout une claque dans la gueule, mais sur toutes les largeurs. Et quand est sorti ce livre-là, pour des raisons personnelles, puisque c'est en Irlande du Nord, Chouchou, donc de l'époque, me dit: oh, you rock a street. Oh putain. Et comme j'avais adoré le premier, j'ai dit: oui, vas-y, envoie. Enfin, envoie, donne, parce qu'on était ensemble. Donc, donne. Si, à boule. Donc, il me donne sa version, en anglais, forcément. Et alors là, comment vous expliquer? Je sais pas. Et alors, sur ce roman-là, je ne sais pas expliquer. Alors, peut-être que c'est dû à un truc personnel, machin, hein, contexte. Mais à la fin du roman, j'étais en larmes. J'ai détesté mon mec à cause de ça, parce que je lui ai dit: arrête, regarde, je pleure, tu fais chier. Voilà. Il me dit: ah, mais non, il est très beau. Oui, mais justement, tu me fais pleurer comme un goré, arrête de faire ça, c'est insupportable. Et ce truc-là, l'Irlande du Nord vue par un auteur du cru, hein, parce qu'il vient de l'Irlande du Nord, de Belfast, il s'en cache pas. Euh, Avec dans un roman ce qu'il faut de dureté et de douceur, presque en équilibre dans un livre, avec tout le contexte un peu sans pitié qu'il y a, c'est du haut niveau. C'est-à-dire que euh, il est au panthéon, le mec. C'est-à-dire que Robert McLiam Wilson, c'est un classique déjà. Il a fait 4 bouquins, le type est un classique. Voilà, ça va rentrer à l'université, son truc-là. C'est pas il y a des romans comme ça où vous savez, vous sentez que c'est quelque chose. Mais lui, c'est ça. Voilà, moi, je recommande Robert McKiamson à chaque fois. Je leur dis: lisez ça, La douleur de Manfred, etc. Allez-y, lisez, parce que vous allez vous prendre une claque dans la gueule, mais sur toutes les coutures. Tellement ce type a de talent, et tellement il arrive, je vous dis, avec un mélange à chaque fois de dureté et de douceur, à vous faire passer des émotions dans tous les sens, en vous racontant une histoire qui tient la route, qui est formidablement bien écrite. Euh,
parce que le gars a du bagage, hein, il sait écrire. En plus, c'est un journaliste maintenant, il écrit, il fait des piges dans certains journaux, notamment Charlie. Euh, c'est quelqu'un qui a des convictions, c'est quelqu'un oui, qui est droit dans ses bottes. Et c'est ce que j'ai aimé dès le début. On sent que c'est un mec qui était droit dans ses bottes dès le premier roman, et il l'est toujours. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce type-là. Et donc, Eureka Street, c'est... si vous avez un livre à lire dans votre vie, si vous lisez jamais, lisez celui-là. Et le dernier, que j'ai connu dans les années 90, enfin, tous les cas, enfin, elle, je l'ai connue dans les années 90, j'en avais déjà lu. Et un jour, je suis tombée sur donc, la chorale des maîtres bouchers de Louise Herrick. J'avais déjà lu, parce que bah, justement mes amies américaines, dont une qui est affiliée à la culture amérindienne, par ricochet, on va dire, euh, un jour me dit, tiens, tu devrais lire cette auteure, elle est amérindienne, enfin la moitié amérindienne, etc. Elle écrit formidablement bien sur la communauté, elle est très impliquée. Voilà. Et donc elle m'a envoyé, parce qu'on se faisait beaucoup d'envois à l'époque, alors maintenant moins, parce que maintenant c'est pas des fois souvent par mail, mais à l'époque on se faisait des petits envois, on s'envoyait des cassettes audio, cassettes vidéo, du coup j'ai emmerdé tout le monde pour avoir un magnétoscope à l'époque, pas le Secam, parce que sinon je pouvais pas voir les trucs, c'était tout en noir et blanc, ou ça lisait pas. Et donc, on s'envoyait des livres. Donc, moi, très souvent, j'essayais de trouver les livres en version, vous savez, français, anglais, pour qu'elles arrivent à comprendre. Moi, après, l'anglais, ça allait. Du coup, elle m'envoyait que leurs bouquins. Et elle me dit, tu devrais lire cet auteur. Donc, j'ai trouvé ça magnifique. Et un jour, pareil, en discutant, elle me dit, je viens de lire donc la chorale des maîtres bouchers, tu devrais le trouver. Donc, j'ai regardé et il venait de paraître. Donc je me suis dit, oh, bah, je vais l'acheter, parce que j'avais beaucoup aimé les 2 ou 3 ou 4 livres que j'avais lus, je ne sais plus. Ou peut-être 2 ou 3, je ne sais plus. Bon, bref. Après, j'ai rattrapé mon retard sur elle et j'ai lu presque tout lu. Il doit m'en manquer 2. Euh, et alors là, euh, je dois avouer que pleurer pendant que je lis un livre, c'est très rare. Pleurer à la fin d'un livre ou sur un passage. Euh, mais là, être pris à la gorge dès le début dans une émotion et aller arriver à la fin du livre à vous dire que voilà. Non, mais, voilà, il y a très peu d'auteurs qui arrivent à faire ça. La dernière fois que j'ai vraiment pleuré à ce point sur un livre, et j'ai tout le monde avec ce livre-là, c'est À crier dans les ruines d'Alessandra Coselli quand je l'ai lu donc il y a quelques années, quand il est sorti pour la première fois. Je dois avouer, voilà, il y a très peu de livres qui, dès le début, me prennent à la gorge et qui me gardent sur la durée avec cette bouboule à la gorge, ou le cœur au bord des larmes, ou au bord de la gorge, si vous voulez, enfin le cœur au bord des lèvres et les larmes aux yeux. Voilà. Et alors, la chorale des maîtres bouchers, j'ai trouvé cette saga familiale d'une beauté. Il y a des passages où j'étais sur le cul en me disant, mais comment on peut embarquer les gens comme ça. Voilà. Alors elle a cette force-là, Louise Elrich, de m'embarquer à chaque fois. Voilà. Alors avec plus ou moins d'intensité selon les romans, mais elle a ce pouvoir-là. En fait, c'est une conteuse. Elle écrit, mais elle compte ses livres. Voilà, elle a ce, oui, c'est une conteuse. Et donc elle a cette, cet héritage de transmission orale. Et ça se sent quand elle raconte des histoires. Voilà, c'est beau. C'est tout simplement beau. Voilà. La chorale des maîtres bouchers. Je le dis à chaque fois, je fais chez tout le monde avec ce livre-là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à un moment donné hein. Quand on aime, on ne compte pas. Enfin, disons que quand on aime, on veut que les autres aiment aussi. Alors après, il y a des gens qui me disent ah, c'est de la daube. Bah oui, c'est de la daube, mais chacun est libre de ses goûts. Voilà, donc ça c'était les 10 livres qui ont fait de la petite Lisa la vieille. Lisa, enfin la plus âgée. Voilà, le truc là maintenant que vous avez en face de vous. Voilà. Alors il y en a d'autres, hein, on est bien d'accord. Je rappelle, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu as lu tant que ça, ben, j'ai dit oui, parce que depuis que j'ai 7 ans,
allez, on va dire 10, hein, pour éviter que tout le monde gueule. 10 ans, je lis entre 80 et 120 livres par an. Donc en gros, vous faites une moyenne de 100, vous imaginez, j'en ai 52. Et demi, je vais en avoir 53 cette année. Donc vous imaginez, en 43 ans, ce que j'ai pu lire comme livre, si je lis à peu près 100 livres par an, en moyenne. Voilà. Donc, bah, c'est pas ma faute, hein, je peux rien y faire. J'avais une bibliothèque à disposition, j'avais des bibliothèques, parce que bah, non seulement ceux de mes grands-parents, mais de mes oncles et mes tantes, de ceux de mes parents. Bah, c'est pas. Voilà, un jour je l'ai dit dans une vidéo, j'ai pas de mérite, c'est que j'ai eu la chance. Voilà. J'ai été ouvert aux arts parce que bah, on était une famille qui aimait les arts. Et de petite, on m'a fait écouter la musique classique, l'opérette, l'opéra, euh, le- tout ce que. Voilà, on est allé me montrer des expos de peinture, on m'a montré des dessins, on m'a montré ouais, voilà, on m'a montré des films, on m'a donné des livres à lire. On m'a montré des choses, on m'a fait visiter des endroits. J'ai eu de la chance, pas ma faute. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens, quand on dit ah, mais tu as beaucoup de culture, bah c'est oui, mais c'est parce que. Enfin, beaucoup non, mais j'en ai un peu parce que bah, on me l'a donné. Voilà, alors après je suis allée le chercher, hein. En plus grande, j'étais quémandeuse, hein. En plus j'étais curieuse. Donc moi on me donnait ça, je voulais ça, hein. Voilà, on me disait ah ben on va te montrer le château d'Azay le Rideau. Je voulais tout savoir sur Azay le Rideau et je me suis tapé tous les châteaux de la Loire pour faire chez tout le monde. Voilà, donc oh, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Non mais voilà, donc après c'est la curiosité. Si, comme je vous dis, si vous restez dans votre précaré et que vous voulez pas sortir en vous disant ah non mais moi j'aime bien ce genre de film, j'aime bien ce genre de livre, j'aime bien ce genre de peinture. Ah oui, non, mais parce qu'en fait, souvent les gens, ils ont peur de pas comprendre. Mais si vous n'y allez pas, vous ne comprendrez pas. Et même si vous comprenez pas, et que vous êtes allé voir, mais vous comprenez pas, c'est pas grave. Il n'y a rien de mal à dire j'ai pas compris, je ne comprends pas. Même si on m'explique, je comprends pas, j'aime pas. Voilà. Après, il faut aller voir pour. C'est comme la bouffe. Hein. Vous pouvez pas dire je n'aime pas si vous n'avez pas goûté. Voilà, il faut pareil pour les arts, il faut goûter un peu et puis aller voir. Après, on fait sa sauce. Voilà, après on ajoute un peu plus de ça, un peu plus de ça, on se dit ah bah ça non, j'aime bien la peinture, mais alors ça même pas en rêve. Voilà, pareil en peinture, il y a des choses que j'aime pas. Je suis allée voir des expos, il y a des choses qui ne me touchent pas, mais ça c'est la sensibilité. Voilà, c'est comme les livres. Voilà. Donc tous mes livres, les 10, donc retenez que Jules Verne, Barries, Rimbaud, Fournier, un anonyme, Frost, Huxley, Wells et Orwell, Garcia Marquez, Robert McLean Wilson, enfin McLean Wilson et Elridge sont quand même des gens qui m'ont ouvert les portes de l'art culture, de la réflexion et de l'amour des arts et oui, de la réflexion. Ils m'ont ouvert l'ouverture sur le monde. Voilà. Comme il y aura des films, je vous expliquerai, mais voilà, il y a des artistes. C'est des artistes qui m'ont ouvert. Alors eux, c'est les livres. Il y aura peut-être une autre un jour vidéo. Je vous ferai les artistes qui ont compté pour moi, que ce soit les peintres, les dessinateurs, les cuisiniers, tout ce que vous voulez. Voilà. Ça pourrait être sympa à faire ça. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, le truc, c'est dans les commentaires. Alors vous avez le droit de commenter ce que j'ai dit comme connerie en disant ah putain, t'as lu ça, mais c'est une merde, on l'aime pas. Vous avez le droit. Vous savez que je me formalise pas pour ça. Par contre, vous avez l'obligation, si vous faites un commentaire, entre guillemets, obligation, commencez pas à râler. Vous me citez au moins. Alors, vous pouvez citer 10, hein, parce que moi j'en ai mis 10. Enfin, j'ai triché pour les 3. On est bien d'accord. Et l'amour de ma vie, je peux pas. 3, c'est 3. Voilà. Donc c'est un seul, mais 3. C'est 3 en un chez moi. Vous pouvez citer 10 si vous voulez, mais et essayez de m'en citer au moins, allez, 2 ou 3 d'auteurs avec le roman à côté qui vous a, je rappelle, hein, qui a pas, c'est pas le thème, c'est pas ça, c'est de moi une lectrice qui vous a ouvert d'autres choses, d'autres horizons, voilà, qui vous a, ouais, qui vous a développé en tant que vous-même, en tant que personne, voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Maintenant, je vais m'occuper du petit minou. Ça va, mon Axou? Son carton, vas-y, tout. Hein, mon bébé? Moi, j'ai dit le bébé à sa maman. Où ça, je ce chat? Il me regarde en mode bon, t'as fini de faire le clown devant un écran là parce que c'est l'heure de la bouffe. Bah, c'est-à-dire que quelle heure il est? Fille qui voit pas. Ça, j'ai les lunettes, je vois pas. Super. Ah ouais, 19h47. Ah ouais, quand même.
Bon, il faudra la bouffe. C'est pour ça qu'il a faim, Mamour. T'as faim, Mamour. Oh, mon petit chat. Tu viens voir? Oui? Non? Tu sais pas? Ah, parce que je lui ai mis un tabouret à côté. Parce que tout le monde me dit, ouais, on voit plus Hux. Voilà. Ah bah, il est lourd, hein. Oh, punaise des bois. Oh mon Dieu. Oh là là. Ça va, Loulou? Il y en a qui vont être contents de voir le loup, hein. Ah, c'est lui, il est pas... Il est gna gna. Tu veux pas regarder tout le monde en disant que tu es un beau chat? Je suis un beau chat, moi. Vous avez vu quand on dit il fait beau, il fait le... Non, mais regardez-moi ça. Tu es beau, hein. C'est une vedette de cinéma, mon chat. Allez, bébé. Hop, mon gros loulou. Allez, je vais m'occuper de mon chat. Ciao, soyez sage.